Merci. Collègue Nilo. On l'aura bien compris, les statistiques de l'adresse sont objectives, mais leur prise en compte systématique pose problème dans le contexte de nos établissements de santé. Il y a notamment des éléments de chronologie qui interrogent. Les collègues l'ont dit, ces statistiques se fondent sur des données de 2019, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et à partir de données 2019, il y a des propositions de fixation du coefficient géographique en 2023 qui interviennent sans que ces données aient été actualisées entre-temps. Ça pose un problème fondamental. C'est celui de la périodicité de la révision de ce coefficient géographique. Aujourd'hui, c'est tous les 5 ans. Mais dans un intervalle aussi important, est-ce que le coefficient, lorsqu'il est annoncé pour les 5 années à venir, est-ce que ce coefficient-là est pertinent? Est-ce qu'il répond à l'objectif de corriger, parce que le coefficient géographique, il faut le rappeler avec force, il a une vocation de corriger des déséquilibres. Et lorsque, depuis 2019, on se base sur des données, et qu'entre-temps, début 2023, est intervenu un changement majeur. Je ne reviens pas sur le contexte Covid qui a bien évidemment bouleversé les choses. Mais lorsqu'à partir de début 2023, il est décidé que les salariés des hôpitaux dans nos territoires ne vont pas percevoir 20%, mais 40%, forcément, ça impacte le budget de ces établissements, mathématiquement. Et pourtant, alors même que les données de l'adresse ont été finalisées, l'enquête a été finalisée à l'automne 2022. Il n'a été publié qu'en novembre 2023. Là encore, ce délai interroge. Il est d'autant plus injustifiable et regrettable qu'un événement fondamental est intervenu début 2023. Comme je le rappelais, c'est la prime de vie chère des personnels médicaux qui était limitée à 20%, qui est passée à 40%. Et ce choc financier a aggravé les finances des établissements hospitaliers. On le comprend aisément. Et pourquoi? Aujourd'hui, en fin 2023, on fixe des taux de coefficient géographique pour 5 années à venir, et alors qu'on sait pertinemment, et le ministère, quelque part que nous avons interrogé, l'a admis implicitement que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité des surcoûts, notamment en matière de ressources humaines de nos établissements. Donc, c'est une première chose. Donc, l'une des propositions concrètes que nous faisons, c'est de revenir sur la périodicité de 5 années, qui est pénalisante pour nous. Et nous proposons que le coefficient géographique soit révisé tous les 2 ans. Et il ne faut pas qu'on nous dise que ce n'est pas possible. C'est possible de réviser à partir de données statistiques de l'évolution de la situation tous les 2 ans, de façon à ce que ce correcteur puisse intervenir avec davantage de justice, d'équité et de pertinence. S'agissant des difficultés des entreprises et des financements d'une manière générale de nos établissements publics de santé, certes, il y a des interrogations plus que légitimes qui se portent sur le coefficient géographique et nous l'avons fait à travers cette mission flash. Mais nous avons aussi constaté que les personnes interrogées pouvaient porter des réponses contrastées, voire contradictoires, alors même qu'elles faisaient partie toutes du dispositif de l'État. Il y a des réponses qui sont complètement en contradiction les unes par rapport aux autres. Nous avons été quand même surpris de voir l'écart entre
l'analyse qui est faite par les ARS, les directeurs généraux des ARS et les directeurs des établissements hospitaliers. Ça nous a choqués, on a noté ça. Et comme le disait le collègue Ajar, c'est un peu facile de rejeter la responsabilité sur les directeurs d'hôpitaux qui auraient trop embauché pour servir d'amortisseur social dans nos territoires. Et cela expliquerait, en fait, les déficits chroniques de nos établissements. La version qui a été développée par les DG ARS. Mais les directeurs d'hôpitaux sont nommés par qui? Sont nommés par le ministère. Donc les recrutements se font sous l'autorité du ministère. On ne saurait jeter en pâture des hommes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de considérer le fonctionnement même de ces établissements. En tout cas, les difficultés financières structurelles ne sont pas suffisamment compensées parce que le coefficient géographique ne recouvre pas suffisamment, mais aussi parce que les autres missions et autres dotations ne semblent pas être en mesure de compenser totalement les surcoûts dans nos territoires. Tous les autres dispositifs. Et l'une des constatations majeures que nous avons observées, c'est que ces autres aides étaient souvent versées en fin d'exercice. En fin d'exercice. Ce qui pénalise davantage encore les établissements qui auraient besoin de ces dotations et de ces missions en début d'exercice. Parce que l'on laisse, ce faisant, le déficit se creuser jusqu'à représenter des sommes colossales et mettre en péril l'activité économique de l'ensemble d'un territoire. Le CHU de Martinique, par exemple, représente un important acteur de la commande des entreprises, de l'activité économique. Et lorsqu'on a 168 millions de déficit structurel qu'on n'est pas en mesure de payer les fournisseurs, comme ça a été dit tout à l'heure, les fournisseurs soit renoncent à fournir leurs prestations, et où ceux qui acceptent de fournir ces prestations se mettent eux-mêmes en difficulté s'ils n'ont pas la trésorerie et la marge de manœuvre financière suffisante. Et c'est ce qui se produit. C'est-à-dire, c'est en cascade que tous les prestataires de services se retrouvent, du CHU se retrouvent face à ces difficultés. Donc l'enjeu, bien plus que la santé financière budgétaire des établissements hospitaliers, ça pourrait bien être la santé financière et budgétaire et économique dans l'ensemble d'un territoire, compte tenu du poids notamment des CHU sur l'activité économique